Elle. Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs avec Nadia Anwar. De ses débuts à la Sorbonne jusqu'à son retour en Afrique, notre Elle d'aujourd'hui est une jeune femme au parcours atypique, alliant finance et engagement pour le développement. De Paris à New York, puis Abidjan aujourd'hui, elle évolue avec audace entre la banque d'investissement et le secteur agricole. Convaincue du potentiel de la finance comme moteur de transformation en Afrique, elle est aujourd'hui responsable de financement dans une ONG où elle mobilise des ressources d'envergure pour renforcer la transformation locale du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Chroniqueuse sur Live TV, elle éclaire également chaque semaine l'actualité économique et politique ivoirienne, apportant ainsi une perspective nouvelle dans les médias africains. J'ai le grand plaisir d'accueillir avec nous Sarah Walidi, experte en finance et développement agricole. Bonjour Sarah et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Nadia, merci pour cette invitation. Je suis très honorée de participer à ce podcast. C'est un plaisir de partager aujourd'hui cette antenne avec vous. Je suis ravie également de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. Sarah, alors racontez-nous votre histoire, comment tout a commencé pour vous et surtout comment s'est fait votre choix d'orientation sur le secteur de la finance. Alors, je me souviens au lycée, quand à 17 ans, on vous demande de faire des choix d'université et surtout de définir tout de suite ce que vous souhaitez faire pour le reste de votre carrière. Eh bien, à cet âge-là, malgré les conseils d'orientation qui sont mis à votre disposition dans les lycées pour vous aider à faire ces choix, qu'on appelait les 3 vœux à l'époque, je me souviens, eh bien, on est assez perdu, on est face à soi-même. À 17 ans, pour ma part, j'avais une idée très limitée des secteurs et des types d'emplois auxquels je pouvais prétendre. Et je n'avais pas de réseau. Mes professeurs, à l'époque, m'avaient conseillé de commencer par obtenir un bac scientifique pour m'ouvrir le plus de portes possible. Et c'est ce que j'ai fait avec une petite option physique-chimie, car j'aimais beaucoup. Et je pense que c'était de bons conseils qui m'ont permis, quand les choses sont devenues un peu plus claires dans mon esprit, de m'orienter là où je le souhaitais. Mes parents, à l'époque, voulaient que je fasse médecine ou du droit. C'est assez classique, mais j'ai fait le choix d'étudier l'économie à l'université de la Sorbonne. Et le choix de l'université, cette fois-ci, c'était sous les conseils, je dirais, des grands frères et des grands sœurs, d'amis à l'époque qui prenaient d'ailleurs plaisir à nous conseiller. Et après une licence en poche, j'ai intégré une grande école de commerce, car c'était la voie, à l'époque, on disait, la plus sûre pour trouver un emploi et pour rassurer mes parents. J'ai obtenu un master en finance et je pense avoir choisi cette voie car j'étais vraiment curieuse de savoir comment, d'une part, notre économie tourne, comment elle est financée. C'est aussi une période où il y avait un certain engouement autour du monde de la finance. On était autour des années 2005-2006. Les banques d'affaires étaient à leur apogée. Je n'ai pas tant réfléchi à l'époque de savoir si c'était, pour être honnête, une passion pour moi de faire ou non de la finance. J'étais juste dans une optique d'obtenir mes diplômes dans un domaine plutôt en bonne croissance. En 2007, vous décidez de partir aux États-Unis, Sarah, faire vos premières armes et vous arrivez juste avant une des principales crises financières mondiales, la fameuse crise des subprimes. Racontez-nous comment vous avez vécu cette expérience. Alors c'était une expérience assez extraordinaire et au cours de laquelle j'ai énormément appris. J'avais à peine 1 an d'expérience. Je venais de poser mes valises à New York pour mon premier job. Au sein d'une banque franco-belge spécialisée à l'époque dans le financement des énergies renouvelables déjà. Et on finançait surtout des municipalités, des États fédéraux, écoles, aéroports, etc. Et en tant qu'analyste crédit, on évaluait essentiellement la fiabilité et solidité financière de ces emprunteurs. Et en arrivant, je me souviens, on me disait souvent oui, ne t'en fais pas, c'est pas si compliqué à analyser, ça n'arrivera jamais à une faillite au niveau d'une ville ou d'un État. Puis 2008 arriva, donc 6 mois à peine après mon arrivée, donc éclate la crise des subprimes. Et en peu de temps, tout bascule. On assiste pour la première fois à des défauts de paiement. Je me souviens du comté d'Orange, Orange County, en Californie. Ça a commencé, si mes souvenirs sont bons, avec à l'époque Fannie Mae et Freddie Mac, donc des géants américains du refinancement hypothécaire, qui ont du jour au lendemain été mis sous tutelle de l'État.
pour tenter justement de contenir l'hémorragie qui se préparait. Puis tout a basculé, je pense, quand la Fed a décidé de sacrifier Lehman Brothers, qui est passé sous liquidation, car il disait à l'époque ne pas pouvoir sauver tout le monde, sauver toutes les banques. Alors de nos fenêtres, on voyait les employés rentrer chez eux avec leurs cartons en main. C'était assez impressionnant. On se demandait tous quelle banque sera la prochaine et surtout quand tout cela allait prendre fin. On a tous assisté par la suite à ces plans de sauvetage spectaculaires des différents gouvernements, banques centrales, pour essayer d'atténuer la crise bancaire qui était devenue systémique et donc mondiale. J'ai pris conscience à ce moment-là de la fragilité de nos systèmes et institutions et surtout comment une mauvaise régulation pouvait entraîner la chute de tout un empire. Très bien, alors Sarah, en 2009, vous décidez de retourner en France où vous rejoignez la Banque de France, puis par la suite le secteur agroalimentaire. Comment s'est faite cette transition et surtout qu'est-ce qui vous a mené ensuite vers le continent africain ? J'avais envie de comprendre comment on avait pu en arriver là à l'époque. Cette crise, elle était encore dans la bouche de tout le monde et je me souviens, on savait qu'on en paierait les conséquences pour au moins les 10 prochaines années. Les gouvernements ont investi des centaines de milliards, plus de 600 milliards de dollars par la Fed et la BCE ensuite, et à plusieurs reprises, pour sauver un bon nombre de banques. Donc pour moi, il y a vraiment un avant et un après la crise de 2008. Je suis d'ailleurs persuadée qu'aujourd'hui, on continue d'en payer le prix. On a été fortement fragilisés et 12 ans après, donc la crise du Covid n'a pas aidé. Et aujourd'hui, on fait face un peu partout à des niveaux records d'inflation, un pouvoir d'achat en baisse, même dans les économies les plus fortes. Donc, après cette expérience dans une banque centrale, je suis retournée dans le secteur privé au sein d'une banque coopérative spécialisée dans l'agroalimentaire qui accompagne des groupes de coopératives agricoles. Et ce fut une très belle école. J'ai tout appris du métier de chargé d'affaires, comment négocier des contrats, structurer des transactions syndiquées avec d'autres banques. J'ai beaucoup aimé travailler avec des groupes d'agriculteurs, car ils sont très terre à terre, je dirais, et humbles. Et après presque 10 ans, j'ai souhaité quitter Paris, encore une fois. J'étais en quête vraiment de donner un sens à ce que je faisais, trouver aussi ma vraie passion, parce que je m'étais jamais vraiment posé la question. Je continue d'ailleurs, et de me rapprocher aussi, je pense, de mes racines. J'ai commencé donc à m'intéresser à la finance d'impact, parce que c'est là où j'avais un peu d'expérience. J'ai commencé au départ par mettre en relation des groupes agroalimentaires français avec de belles coopératives et entreprises marocaines qui excellent dans leur secteur. Et suite à ces introductions, donc il y a eu des partenariats de recherche qui ont été signés, des échanges de savoir se sont faits dans les deux sens, peut-être même plus du Maroc vers la France. Et de là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de créer ces liens. La politique ne m'intéresse pas du tout. Tout ce que je voulais, c'était trouver quelque part un moyen, je dirais, de me rapprocher de mon pays d'origine et d'en apprendre un peu plus sur toutes ces entreprises africaines. J'ai rencontré par la suite des dirigeants d'entreprises marocaines, éthiopiennes, ivoiriennes. Et ces rencontres m'ont beaucoup inspirée. Je me suis fait de la réflexion qu'il y a ce qu'on dit, ce qu'on pense du continent et la réalité. J'ai été pour ma part attirée par le dynamisme et la vision de ces entrepreneurs. Suite à cela, je n'ai pas tardé à rejoindre la Banque africaine de développement, qui avait justement pour ambition de financer les plus grandes entreprises agroalimentaires du continent. Et donc encore une fois, j'ai fait mes valises pour m'installer cette fois-ci à Abidjan. Je pensais y rester 3 ans, mais ça fait 7 ans maintenant que j'y vis et travaille.
Alors depuis 2018, vous vivez à Abidjan, Côte d'Ivoire, comme vous venez de le dire, où vous accompagnez des entrepreneurs agricoles tout en intervenant chaque semaine en tant que chroniqueuse économique et politique sur Live TV. Alors Sarah, racontez-nous un petit peu comment vous parvenez à combiner ces deux rôles et qu'est-ce qui vous motive le plus dans ces défis, aussi bien sur le terrain que dans le monde des médias. Oui, ça fait maintenant 1 an et demi que j'interviens jusqu'à 2 soirs par semaine comme chroniqueuse sur une émission sociopolitique, Le Grand Talk sur Live TV, qui est une chaîne de télé ivoirienne privée avec une audience, je dirais régionale, mais aussi internationale à travers la diaspora. Alors cette expérience, c'est vraiment la belle surprise dans ma vie, je dirais, car j'ai toujours été passionnée par le monde des médias, pas forcément les chaînes d'infos en continu, mais plus par les émissions sociopolitiques. Pour le coup, combiner plusieurs métiers, car je travaille aussi à la direction financière d'un programme dans le secteur de la noix de cajou en Côte d'Ivoire. C'est vrai que ça fait un peu beaucoup. L'autre métier, c'est aussi celui de maman, le plus beau métier. Et c'est pas tous les jours évident de jongler entre ces responsabilités. Ma famille reste ma priorité. J'espère qu'un jour, on accommodera un peu mieux les emplois du temps des parents, surtout de jeunes enfants. Bon, autrement, pour en revenir aux deux métiers, l'avantage d'en avoir deux, parce qu'il y a des avantages aussi, c'est que le métier sur le terrain, dans le monde du financement, etc., nourrit mes connaissances et réflexions du métier de chroniqueur. Et surtout, quand l'un me fatigue, je me réjouis d'en avoir un autre. Ça aide à relativiser. Et surtout, ça m'ouvre potentiellement d'autres voies, d'autres pistes de carrière que je n'ai pas forcément osé envisager. On en revient du coup à la discussion de départ. À 17 ans, on ne peut pas savoir ce qu'on veut faire plus tard de nos vies. Mais je sais que nous, surtout enfants d'immigrés, on se limite beaucoup. On se met beaucoup de barrières inutiles parfois. Donc si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est oser rêver et rêver grand. Mais ne vous écartez jamais de l'essentiel qui est la famille. C'est là qu'on puise toutes nos énergies et nos plus belles inspirations. Merci infiniment, chère Sarah, pour ce beau témoignage. Merci beaucoup Nadia pour cet échange et cette belle opportunité. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.